Salut à tous, ici Gwen et aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Wicked partie 2. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma précédente vidéo que j'ai fait sur Wicked, pour résumer, j'aime bien, j'aime beaucoup. Enfin voilà, la vidéo dure 1 heure, hein. Donc si ça vous intéresse de savoir mon avis sur Wicked en détail, allez voir la vidéo, mais globalement, j'ai adoré. Et du coup j'en attendais beaucoup de ce Wicked partie 2. Et je l'ai dit dans ma vidéo, je sais plus si je l'ai coupé ou pas au montage, mais j'ai dit, ce film, soit il sera mon top 1 de l'année, soit il sera mon flop 1 tellement c'est une déception. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est? J'ai adoré, mais c'est une petite déception quand même. Mais du coup, j'ai vraiment, je sais même pas si je peux dire adoré, mais beaucoup aimé le film. Mais c'est vrai que par rapport au premier, voilà, je suis plus partagé. Le premier, c'est je regarde, je suis fasciné, j'adore, c'est magnifique, extraordinaire. Celui-là, je l'aime bien, hein, je pense que je le reverrai, mais je sais pas, il manque quelque chose et nous allons parler du coup de ce que j'ai aimé ou non dans le film. Et je vais pas faire comme ma première vidéo où je parlais vite fait des défauts et après de tout ce que j'adore dans le film. Là, je vais parler au fur et à mesure de chaque chose. Parce qu'en fait, chaque chose, il y a à la fois des points très positifs et des points très négatifs. Alors, je vous propose de commencer par la raison pour laquelle j'adore Wicked 1, ce sont les personnages. Les personnages, c'est vraiment ce que j'ai adoré dans Wicked Partie 1, je les ai trouvés extraordinaires, les acteurs étaient excellents. Et du coup, ce second film, les acteurs sont toujours aussi excellents, enfin ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, il y a de moins grosses scènes que dans le premier, enfin il y a de moins grosses performances d'acting que dans le premier, dans celui-là. Mais ils sont toujours aussi bons, enfin voilà, je les trouve vraiment génialissimes. Cynthia Erivo, Ariana Grande, Fierro. Encore une fois, allez voir ma première vidéo si vous voulez m'en entendre parler en détail. Mais vraiment, je les trouve tous excellents dans chacun de leurs rôles. Et du coup, les personnages, c'est une grande qualité de ce deuxième film aussi, car nous le verrons après, mais ce film est beaucoup plus intimiste, je dirais, et dramatique. On en reparlera après. Et du coup, ce qui fait que ça reste quand même beau, c'est beaucoup centré sur les personnages, même les grosses séquences musicales dont on reviendra après. C'est quand même beaucoup centré sur les personnages, ce qui est intéressant. Et du coup, ce qui va les développer tout ça, et même d'un point de vue des actings, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai réécouté ce matin la bande originale du film parce qu'elle est sortie cette nuit. Donc je l'ai reçu faite ce matin de Wicked Partie 2. On en reviendra après, mais il y a des séquences qui sont mises en parallèle avec le premier film. Et du coup, t'entends que les actrices ils chantent différemment. Notamment, moi, ce qui m'a marqué, c'est Ariana Grande qui fait son la 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 la. Elle reprend dans le deuxième film et tu sens que c'est différent, tu sens que les personnages ont évolué. Et ça, c'est plutôt intéressant. Désolé aussi pour les chants. Je vais mettre aucun extrait parce que la première vidéo a été une galère là-dessus. J'ai dû la republier, j'ai dû flouter des trucs, j'ai dû leur mettre des voix de Chipmunks et tout. Come on, follow me. You'll be happy to be dancing through life. If only because dust is what we come to. Nothing matters, but knowing nothing matters. Donc je vais pas mettre d'extrait dans cette vidéo, je m'en excuse, mais du coup vous devrez supporter ma voix. Bref, les personnages sont toujours aussi attachants, voilà, ils sont toujours aussi génialissimes, vraiment. Je les aime toujours autant. Je trouve qu'il y a même des personnages qui sont plus intéressants dans ce film que dans le premier, notamment le personnage de Buck, qui est en fait le seul personnage que je trouve plus intéressant dans ce film que dans le premier. Non, avec Nessa aussi. Je trouve qu'il a vraiment quelque chose d'intéressant dans ce film, on va prendre plaisir à suivre son histoire, entre guillemets. Mais en fait, mon petit problème avec Buck, c'est qu'il n'y a pas de fin à son histoire. Il y a pas, voilà, c'est... On le quitte à un moment pour des raisons, je reviendrai, je ferai une partie spoiler pour parler de certaines choses dont je ne peux pas parler maintenant, mais... Ouais, je trouve qu'il y a... Ils ont pas fait une vraie fin pour ce film-là, et je trouve ça un peu dommage. Et voilà, et le personnage de Nessa aussi, que je trouve le deuxième personnage qui est plus intéressant dans celui que dans le premier. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui va être fait avec elle, où du coup, on le voit dans le premier film où son père meurt, et où du coup, elle va prendre la place de son père, du coup, avec la nouvelle gouverneure du pays Munchkin. Et du coup, il va y avoir quelque chose d'intéressant avec elle, et aussi dans sa relation avec Buck. Et voilà, ce sont les deux personnages que je trouve plus intéressants dans ce film que dans le premier. Les autres, c'est pas forcément le cas, même s'il y a des choses très intéressantes. Voilà, ils vont évoluer dans ce propre film et qui vont être intéressants. Mais j'avoue que d'un point de vue personnage, je trouve que le premier, voilà, est le meilleur des deux. De toute façon, globalement à peu près sur tous les points, je trouve que le premier est le meilleur des deux. J'ai fait oublier, mais il y a le docteur Diamond aussi, que je trouve hyper dommage, car il est un peu oublié dans ce film, on va le revoir à certains moments et tout.
et il va avoir une conclusion entre guillemets, mais bah, j'étais hyper déçu parce que je pensais qu'il allait avoir plus d'importance vu qu'il a quand même une assez grosse importance dans le premier. Enfin, c'est notamment entre guillemets lui qui va lancer la lutte d'Elphaba entre guillemets. Et donc je trouve que dans ce film-là, j'étais un peu déçu parce qu'il n'est pas très présent. Enfin voilà, il sert pas à grand chose. Enfin c'est juste là, il est juste là parce qu'on l'a vu dans le premier quoi. Et je trouve ça un peu dommage. Alors c'est des personnages, mais je vais aussi passer aux références de Oz parce que du coup au Magicien d'Oz, le film de 1939, parce que du coup ce film se passe en parallèle du Magicien d'Oz. Et en fait ce que je trouve intéressant et à la fois dommage, c'est que ils ont pas voulu reprendre les scènes de Oz. C'est-à-dire qu'on va te parler, voilà, qu'il y a Dorothy qui arrive, etc. On va pas voir Dorothy, et même, je sais même pas s'il y a une vraie actrice pour Dorothy, ou en tout cas c'est juste une silhouette, on va pas l'entendre, je crois qu'on l'entend parler à un moment, mais je me demande si c'est pas la voix de Judy Garland, du coup celle qui jouait Dorothy dans Le Magicien d'Oz de 1939, mais où du coup en fait on va jamais vraiment le voir, et du coup tous ses compagnons, entre guillemets, pareil, on va pas vraiment les voir non plus. En fait, ils ont voulu intégrer du coup le truc du Magicien d'Oz dans le film parce que forcément ça se passe en même temps, c'est la même histoire, ok. Mais en même temps, ils ont pas voulu re-raconter la même chose que le Magicien d'Oz. Du coup, tu vas avoir ce truc très bizarre où tu vas les voir mais tu vas pas les voir. Et je pense notamment Dorothy, t'as d'autres personnages qu'on va voir, mais Dorothy, on va pas la voir. Et je pense que c'est aussi un truc parce que entre guillemets, quand tu dis Dorothy, voilà, du Magicien d'Oz, les gens imaginent Judy Garland. Enfin, je pense, je sais qu'il y a eu un film, je crois qu'il est réalisé par Sam Raimi d'ailleurs, sur le Magicien d'Oz, voilà, qui raconte à peu près la même chose. Enfin, entre guillemets, c'est le après ce que Dorothy a fait. Mais ou du coup, je ne sais plus c'est qui joue Dorothy, mais voilà, mais je pense que personne se souvient de elle en Dorothy. Tout le monde, quand on dit Dorothy du Magicien d'Oz, imagine Judy Garland. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont pas voulu montrer son visage ou quoi que ce soit. Mais c'est très bizarre en fait, t'as l'impression qu'il manque quelque chose dans le film. Ce que je comprends entre guillemets parce qu'ils veulent pas re-raconter la même chose que le Magicien d'Oz. Mais en même temps, ça se sent vraiment dans le film que voilà, qu'il manque des choses entre guillemets, que voilà, ils ont pas voulu intégrer ce truc du Magicien d'Oz, et que tu vas voir certaines séquences en fait d'une autre façon. Voilà, du façon de nos personnages à nous, du coup de Elphaba, de Glinda, du Magicien d'Oz lui-même, voilà, de nos personnages, mais pas du point de vue de Dorothy et ses compagnons. Et du coup, ça fait un truc très bizarre. Et aussi, il y a un truc qui va se passer avec ses compagnons que je trouve plutôt intéressant. Voilà, je trouve l'idée derrière, je ne peux pas spoiler, mais il y a une idée assez intéressante avec ses compagnons. Parfois, l'exécution est assez bien faite, et parfois, pas du tout. On y reviendra en spoiler. Je trouve que c'est une bonne idée, mais t'as un truc en particulier, je trouve, ça fait un peu forcé. Enfin, je sais pas, je trouve personnellement que ça marche pas trop. Mais bref, voilà, c'est très bizarre en fait ce lien qu'ils ont fait avec le Magicien d'Oz. Et en même temps, comme je le disais dans ma précédente vidéo, c'est pas comme le Magicien d'Oz de 1939, parce que notamment le lion, c'est pas un homme déguisé en lion, c'est littéralement un lion. Et puis même les souliers de Dorothy, vous savez, dans le Magicien d'Oz, c'est des souliers de rubis, il me semble, enfin voilà, qui sont rouges du coup, qui sont rouges pétants et tout. Et là, ils vont pas être rouges. Enfin, ils vont être. En soi, si vous avez vu le premier week-end, vous savez de quelle couleur sont et tout ça. Mais parce qu'en fait, de base, si je dis pas de bêtises, les souliers rouges, c'est pas du tout dans le livre. Et c'est le film en fait qui a apporté ça pour donner notamment plus de couleurs. Et c'est pareil pour Elphaba qui est verte. Enfin, du coup, la méchante sorcière de l'Ouest, parce que je crois qu'à l'époque, elle avait pas de prénom. De base, dans le livre, elle est pas du tout verte. C'est juste, encore une fois, pour le film, pour le Technicolor, justement, pour donner. Voilà, pour qu'il y ait encore plus de couleurs, ils l'ont mis en verte. Et donc, tu vois que, du coup, par ses souliers, que ce n'est pas le Magicien d'Oz de Judy Garland. Mais en même temps, t'as l'impression qu'ils ont voulu garder cette image-là. Et voilà, c'est assez spécial. Aussi, les décors et costumes, je suis très partagé parce que les décors et costumes sont toujours aussi magnifiques. Mais t'as un peu l'impression que c'est des reprises du premier film. Enfin, voilà, niveau costume, il y a que. Il y a que quelques petits trucs qui m'ont marqué, notamment, encore une fois, Madame Morable, qui a un costume voilà, qui est pleinement, entre guillemets, du Magicien d'Oz, où voilà, elle va être toute verte, elle va avoir des choses qui vont sortir que je trouve très, très beau et tout ça. Il va y avoir aussi Buck qui va avoir deux costumes, un costume que je trouve assez intéressant, je ne peux pas dire parce que ça serait spoilé,
Mais à un moment aussi, il va avoir un costume qui va être noir et blanc en fait, qui va être enfin voilà, qui va être gris et qui donne un effet de noir et blanc. C'est assez intéressant parce que ça a du sens à ce moment-là. Voilà, je vais pas dire pourquoi ça a du sens pour pas spoiler, mais je trouve que ça a du sens. Et voilà, je trouve, quand j'ai vu ça, j'ai fait ah, c'est hyper intéressant. Et les décors, t'as beaucoup de décors qui sont pareils que le premier film, notamment le pays d'Oz qu'on voit beaucoup. Mais j'avoue, il y a le décor de la cachette d'Elphaba, entre guillemets, et de la chambre de Glinda qui sont nouveaux. Voilà, et les décors sont plutôt intéressants, surtout mis en opposition. D'un côté, voilà, la cachette d'Elphaba, forcément, ça va être un truc de luxe. Voilà, je vais pas dire c'est quoi, mais voilà, c'est un truc que je trouve assez beau et intéressant. Alors que du côté de Glinda, c'est un truc hyper luxueux. Il va y avoir de grands miroirs, où il va y avoir un jeu, un moment de caméra avec ces miroirs qui est super bien, j'en reparlerai après. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment. C'est intéressant ces décors-ci, mais sinon, le reste des décors, c'est pas extraordinaire. Voilà, c'est pas. Enfin, ils sont très bien, je veux dire, mais. En fait, c'est ceux du premier. Après, il y a un moment où il y a une scène, entre guillemets, où on va se retrouver dans le même décor que le premier film, mais grâce aux lumières, etc., le décor va être différent et ça va apporter quelque chose de plutôt intéressant. Mais voilà, ça ressemble beaucoup au premier film. Et en soi, ce qui est normal aussi, parce que bah, entre guillemets, c'est un seul et gros film de 5 heures, je pense. Pas loin de 5 heures. Donc, ça se comprend, mais tu découvres pas grand chose de nouveau. Alors aussi, revenons sur les effets spéciaux, parce que j'en avais parlé un peu dans ma première vidéo. Les effets spéciaux, voilà, il y avait quelques moments où c'était pas très beau, mais en général ça allait. Et là, il y a plus de moments où c'est pas très beau. Enfin, c'est... Voilà, il y a des choses, les fonds verts. Alors il y a un moment, il y a quelque chose, ça se voit que c'est un fond vert, mais je me demande même si c'est pas un mind painting ou c'est pas en fait voilà, de la peinture derrière, parce que ça, genre, ça sent que c'est faux, que c'est pas réel, mais en même temps c'est un peu beau. Certes, ça fait faux, mais je trouve ça plutôt beau. Je sais pas si c'est un fond vert ou non. Il y en a un qui est assez dégueu. Il va y avoir un personnage où on va rajeunir son visage parce que voilà, ça va se passer dans le passé et tout, et c'est extrêmement laid. Mais vraiment, vraiment laid. Et le pire, le fait que ça soit laid, c'est que en fait, ça lui ressemble pas. Ça ressemble pas à l'acteur. Et je comprends pas pourquoi ils ont pas pris un acteur plus jeune, tout simplement, pour le jouer, parce que vraiment, c'est très moche. C'est très moche, alors que pourtant, ça fait quand même quelques années que voilà, il y a du rajeunissement de visage. Je sais pas si ça se dit rajeunissement. Ça fait pas beau. Mais bref, on rajeunit avec les effets spéciaux, voilà, des acteurs et tout. Il me semble que c'est de Irishman, qui est voilà, l'un des premiers à l'avoir fait. Moi personnellement, j'ai découvert ça avec Captain Marvel, où je trouvais que c'était hyper bien fait. Enfin, Samuel L. Jackson, voilà, paraissait vraiment jeune, entre guillemets. Donc ça fait quelques années quand même voilà, que cette technique existe. Et voilà, surtout que c'est pas une scène, je veux dire, c'est pas tout un film, c'est vraiment une scène. On voit son visage 5 secondes et c'est laid, mais c'est vraiment très laid. C'est. Enfin, et tu mets du temps. Alors, une fois que tu l'as vu, tu fais ah oui, ok, ça ressemble un peu à l'acteur, mais c'est pas. Enfin, la première fois que le visage apparaît, t'en mode. Attends, c'est lui plus jeune ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans les effets spéciaux là? Mais c'est vraiment laid. Ça, c'est. Je vais pas l'enlever. Et voilà, après, encore une fois, il y a certains fonds verts qui paraissent pas très beaux. C'est un peu dommage, mais voilà, les effets spéciaux sont moins bien que dans le premier, mais je trouve pas catastrophique. Personnellement, ça m'a pas sorti du film, à part encore une fois ce deepfake. Enfin, c'est pas un deepfake du coup. Est-ce que c'est un deepfake? Je sais pas. Mais du coup, le fait qu'il rajeunisse ce visage, yeah, c'est pas beau. Et du coup, parlons de la mise en scène. Mais la mise en scène, elle est comme dans le premier film, je dirais. En général, c'est pas extraordinaire, mais il y a quand même quelques petits trucs intéressants. Il va y avoir notamment un moment où il va y avoir une scène qu'on a déjà vue dans Wicked partie 1, mais qui va être un peu différente. Et donc, il va y avoir un plan qui va, entre guillemets, être comme dans le premier film, mais qui va venir s'annuler, où un personnage va reprendre à faire ah non, attendez, il faut que je vous dise un truc. Où la caméra, du coup, va revenir et c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est plutôt sorti que c'est assez drôle. À un moment, il va y avoir aussi un parallèle entre Elphaba et Glinda qui vont toutes les deux descendre des marches en même temps. Je vais essayer d'être assez vague. Ces deux moments ont une importance pour les deux personnages.
Et j'ai bien aimé ce parallèle entre les deux. Voilà, même la lumière et tout, les lumières sont totalement différentes pour montrer vraiment l'opposition entre les deux, entre guillemets, ces deux événements qui vont changer nos personnages. Et donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et je sais que beaucoup critiquent les contre-jours. Mais personnellement, voilà, j'aime bien les contre-jours, ça ne me dérange pas. Et même parfois, je peux trouver ça beau. Après, dans ce film-là, il n'y a aucun contre-jour que j'ai trouvé particulièrement beau. Et j'ai parlé dans ma première vidéo où il y a un contre-jour, justement, à un moment où tu as le lens flare qui est vert et rose. Et je l'ai retrouvé dans ce film-là, à un moment, je ne sais pas dans le reste du film s'il y a encore. Je me souviens l'avoir vu, je fais ah ok, donc c'est peut-être pas qu'à un seul moment, ou peut-être c'est un moment précis qui est plutôt intéressant. Et je crois, si je me souviens bien du moment, s'il y a que à ce moment-là, ça peut apporter quelque chose d'intéressant parce que les scènes peuvent être mises en parallèle. Aussi, il y a un moment, un jeu de miroir, je crois que j'en ai parlé quand j'ai parlé des décors, mais il va y avoir un jeu de miroir où la caméra va passer à travers des miroirs, etc. Qui est déjà très cool. Enfin voilà, où ça va passer, tu vas aller du coup traverser le miroir pour aller voir de l'autre côté. Et ce qui est assez bien. Mais en plus, qui a du sens, c'est assez logique entre guillemets que il y a un jeu de miroir. Je veux dire, c'est pas juste là pour être beau, c'est logique, c'est pour nous raconter quelque chose sur nos personnages. Et les effets spéciaux sont assez bien faits parce que du coup, forcément, c'est des effets spéciaux, hein, tu ne peux pas passer à travers un miroir. Et voilà, les raccords sont assez bien faits et franchement, t'es pleinement plongé dans la scène et donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Mais parlons du gros sujet du film quand même. Les musiques, c'est une comédie musicale. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma première vidéo, allez la voir, elle est vraiment bien. J'ai parlé, je pense, pendant 20 minutes des musiques parce que je les trouve toutes extraordinaires. Voilà, il y en a même qui, comme je le dis, me provoquent des orgasmes audiovisuels. C'est-à-dire que c'est vraiment tellement incroyable que j'ai un waouh, c'est incroyable. Et du coup, ce film-là, petite déception. C'est voilà, les musiques sont sympas, mais j'étais énormément déçu. Surtout que la bande-annonce. Alors, faut savoir que moi, je suis pas du tout bande-annonce. Je regarde généralement une fois une bande-annonce quand les films m'intéressent, et après, voilà, c'est tout. Et aussi, quand je vais au cinéma, forcément, je vois les bandes annonces des autres films. Mais voilà, Wicked partie 2, j'avais juste le moment où était sortie la première bande annonce. Juste, j'avais regardé une fois. Et après, c'est bon, j'ai pas regardé parce que je voulais pas me faire spoiler. Et dans la bande annonce, t'as un extrait d'une musique, à un moment où c'est Alphaba qui fait na mena 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 mana. Et juste, c'est quelques notes, voilà, parce qu'elle lance un sort. Ça m'était resté en tête, et ça m'est resté en tête jusqu'à avant de voir le film en fait, où il y avait même des fois où genre 3 mois après j'étais là en mode j'étais et en fait je trouvais ça vraiment marquant, et j'avais du coup énormément d'espoir pour les chansons de ce deuxième film. Espoir qui avait été une petite déception parce que les musiques sont un peu décevantes, sont un peu moins bien que dans le premier, ce qui est assez étonnant parce que c'est la même comédie musicale, voilà, les deux films ont été tournés en même temps. Du coup là ça peut paraître étonnant, mais c'est parce que aussi le film est beaucoup plus dramatique. Je dirais Wicked Wall est beaucoup plus intimiste, soit il est beaucoup moins gros. Ce que je trouve à la fois intéressant et un peu décevant, c'est-à-dire que même le final, le final de Defying Gravity, le final du premier film est beaucoup plus intense que le final du deuxième, entre guillemets, est beaucoup plus gros. C'est-à-dire là t'as pas de gros final où je sais pas, tu vas avoir tous les animaux qui vont lutter contre la carte de Oz, ou même juste une grande séquence musicale et tout. C'est beaucoup plus intimiste, c'est beaucoup plus centré sur nos personnages, ce qui est encore une fois assez intéressant, voilà, et que je trouve bien comme idée de faire un deuxième film où c'est pas un grand final extraordinaire, où il y a tout qui est magnifique, tout. Voilà, c'est un truc beaucoup plus calme, entre guillemets, et même tout, pas juste le final, mais tout le reste du film, c'est beaucoup plus calme. Mais du coup, ce qui fait que pendant les séquences musicales, j'ai pas eu ce truc de oh, c'est trop bien, c'est extraordinaire. Voilà, il y a juste l'intro, voilà, que j'ai trouvé vraiment bien au niveau de l'intro. Et encore, tu vois, il y a des moments, il y a certains effets de mise en scène et tout que je trouve pas extraordinaires. Que je trouve, je trouve c'est pas très lisible et c'est pas très impressionnant. Voilà, mais l'intro, j'ai vraiment trouvé bien et j'ai vraiment retrouvé ce truc que j'ai senti dans le premier de oh, c'est trop bien. Après, c'est pas le même. J'ai pas eu non plus, comme je le dis, c'est très bizarre, mais un orgasme audiovisuel de oh, là, c'est vraiment juste un ah, et j'ai pleuré, oui, j'ai pleuré. Mais voilà, je trouve l'intro est très intéressante parce que
ça va reprendre plusieurs chansons du premier film. Voilà, la chanson c'est Everyday More Wicked. Je crois du coup ça reprend le truc du premier film de No One Month the Wicked. C'est Everyday More Wicked. Mais un peu différent, enfin voilà, même des notes et tout. Enfin forcément les paroles différentes, mais même les notes et tout ça, c'est la même chose mais un peu différent. Et il n'y a pas que par rapport à No One Month the Wicked, il va y avoir plusieurs chansons où ça va être des reprises du premier film. Et pour nous montrer la différence, les différences et aussi parfois les points communs avec le premier film, ce qui a changé depuis. Et donc je trouve ça vraiment très intéressant, notamment à un moment, Elphaba va reprendre une de ses chansons du premier film, et du coup ça va le parallèle va être vraiment fort avec ce qu'elle espérait dans le premier film et la réalité. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Au-delà de cette chanson, il va y avoir à un moment des reprises de, pas forcément une chanson entière, mais de quelques phrases qui sont dans le précédent film et qui marchent très bien, juste pas parce que, regardez, vous vous rappelez des chansons du premier film et tout, mais parce que ça a un sens que ça revienne à ce moment-là. Parfois c'est le même personnage qui va le chanter, parfois c'est un autre personnage pour des raisons qui sont logiques parce que c'est pour mettre en parallèle avec cet événement du premier film. Du coup là-dessus les musiques sont, je trouve ça intéressant, enfin de reprendre voilà des phrases et tout ça, des rythmes du premier film pour les introduire et pour raconter de nouvelles choses dans ce film là. Et il y avait déjà dans le premier film où notamment Limited, et voilà, qui est repris je crois 2 fois et qui est voilà, intéressant. Ou même c'est le magicien d'Oz qui dit Cause everyone deserves a chance to fly. Et après Elphaba qui reprend dans Defying Gravity Someone told me lately everyone deserves the chance to fly. And if I'm flying solo, at least I'm flying free. To those who grudge me, take a message back from me. Pardon. J'aime bien les chansons du premier film. T'avais déjà du coup ces trucs là dans le premier film pour faire des parallèles et qui vont être repris dans le second film, parfois pour faire des parallèles avec le premier film, parfois avec le second film. Et donc je trouve que c'est assez intéressant. Et aussi la chanson du coup que j'ai dit qui est dans la bande du na mina 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 mana, voilà, qui est la meilleure, enfin qui est du moins ma chanson préférée du film. Mais encore une fois, quand je compare au premier film, voilà, celles-ci sont beaucoup moins marquantes, m'ont beaucoup moins marqué. Et voilà, je trouve c'est à la fois je trouve ça bien qu'ils aient fait un truc plus intimiste, entre guillemets, moins gros, moins impactant. Mais du coup tu perds en grandiose. Et c'est vrai que les séquences musicales dans ce film, à aucun moment j'ai eu un c'est extraordinaire, comme dans le premier film j'ai eu avec Dancing Through Life ou One Short Day, ou même Defying Gravity mais différent de Wizard and enfin bref, voilà, c'est même voilà no Good Deed, je l'aime beaucoup, voilà, c'est je pense ma préférée du film, mais j'ai pas eu un extraordinaire. Par contre le na mena 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 mena, ça je veux une chanson entière de ça, de juste Cynthia Erivo qui fait na mena 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 mena. J'adore. Voilà, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça génialissime. Voilà, ces quelques notes, je trouve, je sais pas, ça marche très bien. Et voilà. Et du coup, avant de passer en partie spoiler, parlons du message du film. Si vous voulez voir ce que j'ai pensé du message du premier film, allez voir ici. Mais globalement, ce deuxième film, c'est un peu la même chose. Alors, ce qui est compliqué, parce que, entre guillemets, c'est le même film, même si c'est en 2 parties, c'est le même film. Du coup, c'est logique que le message soit le même et se poursuive. Mais disons qu'il n'y a pas grand chose de plus, il y a quelques détails qu'on reviendra après qui sont intéressants, qui sont des choses voilà, plutôt bien, mais c'est vrai que faut vraiment voir ce film comme une prolongation du premier, comme vraiment c'est le même, c'est un seul et même gros film, parce que c'est vrai que si on voit ce film là comme une suite et non comme le même film que le premier, entre guillemets, comme un gros film, tu perds un peu, voilà, le message et pas prend son sens entre guillemets avec ce que nous disait le premier film. Après, il y a quelques petits trucs intéressants, notamment il va y avoir de la propagande autour d'Alphabet où voilà, on va avoir notamment des affiches de Glinda qui est toute belle, voilà, toute pétillante et tout, et de la Wicked Witch qui est du coup voilà, méchante. Et je pense qu'il y a même certaines caricatures qui sont des références aux caricatures juives qu'on pouvait retrouver dans les années 30, voilà, avec les nazis et tout. Et donc je trouve c'est plutôt intéressant là-dessus, ce côté propagande. Ensuite, en deuxième point que je trouve assez intéressant, c'est à un moment, Elphaba va parler avec des animaux
Et où en fait bah, les animaux veulent aller se cacher, elle fait mais non mais faut aller se battre et tout. Et du coup j'ai bien aimé cette opposition entre guillemets entre les deux. Et tu vois t'as des animaux qui vont être avec elle et qui vont être oui faut aller se battre, faut voilà faut lutter bah, pour nos droits, voilà faut lutter et tout ça. Il y en a d'autres qui font non genre c'est trop risqué, on risque de se faire tuer etc. Donc là-dessus je trouve ça plutôt intéressant, même si je trouve que on aurait pu plus voir les animaux parce que c'est entre guillemets encore une fois c'est dans le c'est avec le film de plus centré sur nos personnages, mais entre guillemets on va les voir que au travers d'Elphaba, où du coup c'est Elphaba quand à un moment elle va découvrir certaines choses sur eux, quand elle va leur parler, mais on va pas voir les animaux, je sais pas, vivre cachés ou certains animaux juste se faire capturer. Ça aurait pu être bien d'avoir une séquence au début où on voit plein d'animaux, même si on va voir des animaux qui vont se faire exploiter, mais plein d'animaux se faire capturer et voilà, vivre dans la peur. Ça aurait pu être bien. Là, c'est un peu dommage, on aurait pu avoir peut-être un peu plus. Mais voilà, ça reste intéressant. C'est juste voilà, une décision en fait, de réalisation de voir plus entre guillemets, le drame du point de vue de Elphaba, de être plus centré sur elle. Parce que de base, c'est film, quoi. C'est sur le personnage d'Elphaba. Mais c'est vrai qu'on aurait pu plus en voir pour s'attacher plus aux animaux. Et c'est un peu dommage, et comme j'ai parlé plus tôt avec le docteur Dillamond, qu'on va voir 3 fois dans le film, et je trouve ça un peu dommage. Et même on va revoir Nadibir, dont j'ai parlé dans ma première vidéo. La Nadibir, je trouvais déjà qu'elle n'était pas beaucoup exploitée dans le premier film, et là, on va juste la revoir un moment, et c'est tout. Et voilà, elle va servir, entre guillemets, le récit, voilà, elle va servir à Elphaba, elle va parler avec Elphaba et tout, mais il y aurait pu en avoir plus. Ça, c'est un des problèmes du film. Je vais revenir dessus après. Je finis la séquence du message et après, je vais revenir sur, pour moi, le plus gros problème du film. Et la dernière chose que je trouve intéressante, c'est qu'à un moment, on va pas que y avoir les animaux et Elphaba qui vont perdre des droits, entre guillemets, je vais pas dire quoi, mais il va y avoir une autre catégorie de personnes qui vont plus pouvoir faire certaines choses. Et dans l'idée, je trouve ça intéressant parce que, enfin voilà, c'est la base du fascisme, hein, c'est que globalement, t'as pas que une catégorie de personnes qui perdent des droits. C'est au début, t'as une partie de personnes, ensuite t'as des autres, t'as des autres, t'as des autres, et en fait, globalement, à la fin, tout le monde perd ses droits, sauf bah, les vieux hommes riches, blancs, hétéros. Ça, eux, pas tous, ils ont tous leurs droits. Enfin voilà, c'est clairement un parallèle avec bah, les nazis. Il n'y a pas que les juifs qui ont perdu leurs droits. Alors évidemment, c'est ceux qui ont le plus souffert. Hein, voilà, c'était entre guillemets la fer de lance des nazis. Voilà, c'était les juifs et tout. Mais bah, il y a aussi les personnes noires, les personnes LGBT. Enfin, il n'y avait pas il y avait pas que les juifs entre guillemets. Et c'est souvent comme ça entre guillemets que le fascisme gagne. C'est dire ah vous voyez, eux ils sont pas gentils, il faut qu'on lutte tous contre eux. Et en fait après tu luttes contre d'autres personnes, en fait à la fin c'est tout le monde qui perd les droits. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité, c'est pas juste comme ça, mais voilà, pour faire simplement, c'est quand même généralement comme ça. Et donc, je trouve ça plutôt intéressant, mais la façon dont, entre guillemets, cette interdiction envers ces personnes vont être faites, ça, en fait, ça va pas trop de lien avec voilà, la discrimination qu'il y a déjà envers les animaux, ça va être juste plus un acte personnel d'une certaine personne, et c'est un peu dommage. Après, c'est aussi entre guillemets une partie du fascisme, c'est qu'à la fin, tout le monde a peur de tout le monde et tout le monde se fait la guerre. Mais je sais pas, et je trouve que ça aurait pu être plus exploité parce que c'est juste pour une scène, on te dit ah bah oui, maintenant eux ils perdent leurs droits. Et on va pas retrouver ça dans ce film. Donc je trouve ça un peu dommage qu'on n'exploite pas assez là-dessus. Ça on y reviendra après, le fait que ça soit pas exploité. Il va y avoir aussi des choses intéressantes parce que certains personnages vont dire mais tu peux pas faire ça, ça serait affreux. Ils vont dire oui mais en même temps si je le fais pas, et ben c'est moi qui vais payer le prix. Et en fait, encore une fois, quand on parle de fascisme, qui est quelque chose qui est souvent le cas en mode oui mais entre guillemets, soit je suis comme eux, soit je suis contre eux et j'ai pas envie d'être contre eux parce que bah, j'ai peur pour moi-même. Ce qui est ce qui est quelque chose qui paraît égoïste et tout ça, mais qui peut se comprendre entre guillemets, même si moi je suis pas du tout comme ça, je suis totalement antifasciste et je préfère crever plutôt que devenir fasciste et voilà, me rallier à eux. Et après, j'ai pas vraiment le choix, on va pas se mentir. Quoique, t'as certaines personnes qui le font, mais on va pas. Ne rentrons pas là-dedans, même si bon, on y est déjà un peu, mais voilà, c'est quelque chose que je trouve intéressant d'en parler. Même si, encore une fois, ça aurait pu être plus exploité. Et donc, passons au gros problème du film. Je trouve que c'est pas assez exploité. Je trouve que ça passe beaucoup trop vite, en fait. Et pas dans le sens que dans le premier, où c'est trop vite parce que t'es prise dans le film et que tu trouves ça génial et que tout ça. Ça passe trop vite parce que on développe pas assez toutes les choses.
Alors je sais que beaucoup se sont pour du contraire, que entre guillemets ça faisait un peu vide et que il y avait des moments où t'as l'impression que ça servait pas à grand chose. Parce qu'il me semble qu'il y a eu beaucoup de choses rajoutées par rapport à la comédie musicale voilà, de Broadway. Alors je suis d'accord et je suis pas d'accord, c'est-à-dire que je pense qu'ils ont rajouté plein de choses et de nouvelles choses, mais qu'ils ont pas exploité. Et je trouve que, bah, comme j'ai dit avant, voilà, l'interdiction entre guillemets envers certaines personnes, ça vient un moment et après c'est totalement oublié. Va y avoir plein de choses comme ça dans le film qui, en fait, t'as l'impression qu'ils veulent vite, qu'il faut qu'ils fassent telle scène, telle scène, telle scène, telle scène. Et donc, on va oublier ce qu'on nous a dit précédemment. Il y a des trucs qui vont revenir, évidemment, c'est pas juste un enchaînement de scènes. Mais il y a certaines choses qui auraient pu être mieux exploitées, plus développées. Voilà, le film il fait 2 heures, 2 heures et quart, je crois, alors que le premier il faisait 2 heures et demie. Il y a des choses qui auraient pu être plus exploitées, peut-être, ou peut-être des choses tout simplement retirées parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de sujets qui s'abordent, mais qui n'ont pas le temps d'exploiter, juste c'est laissé là et je trouve ça un peu dommage. Mais voilà, sans spoiler, ce que je pense de ce Wicked Partie 2, j'ai beaucoup aimé, voilà, mais j'étais un peu déçu. Je pense que si vous êtes fan du premier film ou fan de la comédie musicale, vous allez quand même beaucoup aimer cette seconde partie. Si vous ne l'êtes pas, si vous n'avez pas aimé le premier film, je pense que vous n'allez pas aimer le deuxième. Mais voilà, si vous aimez bien le premier film sans plus, je sais pas si ça peut vous plaire. Voilà, vous pouvez quand même aller le voir. Ça reste un film qui est sympa, qui a des choses intéressantes, qui a des personnages très attachants. Et voilà, la fin du film, j'ai à la fois un peu déçu parce que c'est pas un grand final extraordinaire. Il y a des danses de partout, voilà, c'est magique. Mais la conclusion des personnages et tout ça, je la trouve très touchante et voilà, et j'ai beaucoup aimé. Mais bref, passons en spoiler. Du coup, je voulais revenir en spoiler pour parler de plusieurs choses, notamment des personnages du Magicien d'Oz, du coup, qui sont des personnages qu'on a déjà vus. Et comme j'ai dit plus tôt, je trouve l'idée intéressante de rattacher au Magicien d'Oz. Et pour certains personnages, je trouve ça marche bien. Et pour d'autres, pas du tout. C'est-à-dire que pour le lion peureux, je trouve que ça marche assez bien. Enfin, que ce soit le lion que Elphaba ait libéré, je trouve ça hyper intéressant. Pour Buck, pareil, je trouve ça vraiment bien amené et je trouve ça vraiment trop bien en fait. Et quand j'ai vu la scène, j'étais en mode oh, ah, mais attends, mais c'est trop bien pensé. Mais pour Fiyero, j'avoue que je sais pas. En fait, je sais plus. Je me souviens plus du Magicien d'Oz. Je l'ai vu l'année dernière du coup. Et j'ai pas forcément envie de le revoir. Mais je sais plus si ça colle bien. Et vu que du coup ils sont dans ce truc de montrer, mais à la fois pas montrer ces personnages du Magicien d'Oz, t'as l'impression qu'ils sont pas exploités, qu'ils ont pas d'arc final. Et voilà, je trouve que Fiyero c'est celui entre guillemets qui en souffle le plus parce que en fait t'as l'impression qu'ils veulent cacher le fait que c'est Fiyero en fait l'homme de paille alors que c'est évident. Enfin ils disent littéralement on va l'attacher voilà sur un pic et attendre qu'il meure. Et elle dit je veux qu'il ressente aucune douleur, je ne veux plus qu'il saigne. Tu te doutes que globalement ça va devenir l'homme de paille et t'as l'impression que pourtant ils veulent le cacher et qu'ils veulent entre guillemets garder cette révélation pour le moment final. Je trouve qu'il marche pas du tout parce que dès qu'elle dit on va l'accrocher sur un champ, j'étais en mode oui, ça va être l'homme de paille en fait. Depuis le début, vous essayez de rattacher des personnages des films au Magicien d'Oz et autant ça marchait bien pour les autres, mais sur Fiyero, je trouve que ça marche pas. Et je viens d'y penser seulement pendant le montage, mais ça veut dire qu'en fait ils se connaissent tous. C'est-à-dire que Fiyero, il a aidé Elphaba à délivrer le lion, donc le lion il connaît Fiyero et Fiyero connaît le lion, et Buck et Fiyero ils se connaissent. Du coup, je trouve ça bizarre, même si forcément ils sont différents, qu'ils se soient pas reconnus ou qu'ils en parlent pas. Et c'est encore une fois ce truc assez bizarre de. Ils veulent intégrer le Magicien d'Oz dedans, mais en même temps pas vraiment. Et bref, voilà, je vous relaisse avec la vidéo. Et même la fin, le fait qu'entre guillemets, il soit plus voilà, le beau prince du point de vue de la société, que ça soit un homme de paille, donc qu'il soit moins beau, entre guillemets, parce que la beauté n'est que subjectivité. En fait, je comprends l'idée de parce que lui il aime Elphaba juste parce qu'il l'aime, parce que voilà, il est amoureux d'elle, pas par rapport à son physique et il s'en fiche qu'elle soit verte et tout. Et du coup, c'est un parallèle du coup avec ça parce que maintenant elle l'aime parce que juste c'est Fiyero, elle l'aime pas parce que c'est un beau gosse. Et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on le sait que Elphaba est pas superficielle et qu'elle aime pas Fiyero juste parce que c'est un prince qui est beau, etc. et qu'elle l'aime parce que c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un qui la comprend, c'est quelqu'un qu'elle comprend. Parce que t'as un sujet qui revient, enfin que je vois revenir assez souvent en ce moment, c'est le truc entre guillemets, de l'amour entre un monstre et une humaine, entre guillemets, comme on peut avoir dans Frankenstein, comme dans la forme de l'eau, le film de Guillermo del Toro,
comme enfin voilà, ou La Belle et la Bête, où c'est voilà souvent un monstre, mais il faut voir au-delà des apparences, et où en fait t'as pas ce truc pour les femmes, et donc je trouve qu'il aurait pu être bien pour avoir ces premiers trucs entre guillemets, parce que bah Elphaba c'est un monstre entre guillemets, et donc que ça soit bah, un homme qui tombe amoureux d'un monstre juste parce que il voit entre guillemets son il voit son cœur entre guillemets, voilà, même si je n'ai pas son cœur. Quelle traduction de merde. Je trouve que ça aurait pu être quelque chose d'intéressant. On va dire que Elphaba, voilà, est un monstre et qu'elle est, voilà, qu'elle est pas belle et tout. Bah franchement, si ça c'est un monstre, voilà, personnellement ça me dérange pas. Enfin, voilà, je trouve vraiment magnifique Elphaba. Enfin, voilà, c'est Cynthia Erivo, je la trouve hyper belle. Et donc voilà, Cynthia Erivo, If You See This et If You... Je crois qu'elle est bi en plus. Il me semble qu'elle est bisexuelle donc, ou pansexuelle peut-être. Mais et du coup, Cynthia Erivo, If You See This, I'm disponible. Voilà, if you want to date with me, I'm here. Mais bref, où on en était. Oui, du coup, je trouve ça plutôt intéressant pour avoir ce parallèle, mais en même temps, je trouve que il n'y avait pas besoin en fait, parce qu'on savait déjà que Elphaba n'est pas Fiyero juste parce qu'il est BG. On savait déjà qu'elle n'était pas amoureuse de lui juste parce que c'est Jonathan Bailey qui le joue, quoi. Voilà. Je crois qu'il il a été élu l'homme le plus sexy de l'année. Ce qui se comprend, voilà. Enfin, d'un point de vue objectif, étant donné que je suis lesbienne, je comprends. Mais du coup, bref, je trouve ça un peu dommage, voilà, d'avoir ce truc, même si le parallèle est plutôt intéressant, mais pour moi, on le savait déjà. Après, vu que c'est un film, encore une fois, comme j'ai dit plus tôt, qui est quand même plutôt, qui s'adresse en particulier aux enfants, même si c'est évidemment pour tout le monde, mais ça veut aussi s'adresser aux enfants, donc c'est peut-être pour que les enfants comprennent, mais je sais pas. Je sais pas, ça me dérange personnellement. Enfin, ça me dérange, ça gâche pas le film, mais je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. Mais bref, au-delà de ça, la relation Fiyero-Elphaba, je la trouve vraiment extraordinaire, je trouve elle marche tellement bien. Et Anna Grande qui reprend le truc de I'm Not That Girl, où c'est la première fois en fait qu'elle ressent qu'elle n'est pas cette fille, et où ça lui fait bizarre forcément. Et du coup c'est en parallèle avec Elphaba, et je trouve ça hyper intéressant et je trouve ça vraiment génial. Voilà, je trouve que ça marche tellement bien, et voilà, et que malgré ça, bah, elle se pardonne parce qu'elle s'aime. Je parle de Elphaba et de Glinda, voilà, qu'elle se pardonne, même si entre guillemets Elphaba a piqué le mec de Glinda, même si en vrai, et, Fiyero a toujours aimé Elphaba, ça a toujours été Elphaba, et je trouve ça génial. Et à la fin, quand ils partent dans le désert ensemble, je trouve ça magnifique, où elle dit au revoir à Glinda, et je trouve ça extraordinaire. Voilà, cette fin, même si encore une fois le grand final est pas, il n'y a pas de grand final, pour cette fin, voilà, qui est assez douce et tout ça, je trouve ça vraiment bien et j'ai beaucoup aimé. Ah oui, je voulais revenir vite fait sur la scène avec les miroirs, du coup. Comme j'ai dit plus tôt, au-delà du style, je trouve que ça a un message hyper important sur Glinda, bah, qui se voit toujours par le reflet, entre guillemets, par l'image, parce que du coup, bah, le miroir, c'est une image de toi que ça renvoie. Donc je trouve ça hyper intéressant que bah, sa chanson à elle passe à travers les miroirs et tout ça, pour montrer elle a toujours été dans ce truc de miroir et tout, et qu'elle veut enfin être elle-même et plus une image d'elle-même. Et je trouve ça assez intéressant et plutôt beau. Ensuite, pour revenir musique par musique, Everyday More Wicked, je la trouve vraiment bien, voilà, où du coup ça va reprendre du coup No One Wants the Wicked, comme j'ai dit plus tôt, mais aussi de Wizard and I, qui est, je pense, la chanson la plus intéressante. On voit que bah, dans le premier elle avait hâte de voir le magicien, et là je vais exposer la vérité sur le magicien, parce que je ne crois plus à ses mensonges, et donc je trouve ça hyper intéressant en parallèle. Galinda, du coup, va y avoir cette reprise de What Is This Feeling, où Galinda, you're just too good. But you're spending, I don't think I can. She's a terror, she's a daughter. Bref, cette musique-là, désolé, désolé, je mets pas les extraits, mais voilà, cette musique-là qui va être reprise et qui en soit un peu la même, mais pour montrer qu'ils sont toujours dans ce truc d'admiration de Glinda, et qu'elle est toujours la bonne sorcière, entre guillemets, la bonne, enfin de. Je crois que c'est The Good Witch, oui, parce que en français, je crois que c'est la bonne fée Glinda, mais en tout cas, là, il me semble que c'est The Good Witch. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est même différent en français, mais voilà. Voilà. Et le populaire aussi de Ariana Grande qui reprend le la 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 la. J'aime bien parce qu'en fait, c'est la même chose en soi que dans le premier, mais il est différent. Et alors, enfin, c'est pas exactement le même la 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 la. C'est. Voilà, tu sens que entre guillemets, le personnage a évolué, et je trouve ça plutôt intéressant. No one mourns the wicked.
Ensuite, t'as une double musique de Thanks Goodness qui est, je crois, très rapide et qui passe quelques secondes, je me rappelle pas. Enfin, même je l'ai réécouté ce matin, je me rappelle pas. Et qui est aussi avec I Couldn't Be Happier, que je trouve vraiment bien dans, voilà, dans cette fausse chanson, entre guillemets, où, voilà, où t'as Glinda qui est je ne pourrais pas être plus heureuse, alors que si, elle pourrait être plus heureuse, et Fiyero qui, lui, ne peut plus faire semblant, et du coup, qui vont se voir derrière. Et je trouve ça. C'est vraiment intéressant, encore une fois, pour nous exposer nos personnages de, voilà, de Glinda qui essaie de se faire croire à elle-même que c'est réel ce qu'elle vit et que voilà, qu'il n'y a pas d'Elphaba et que Fiyero n'y arrive pas, lui il n'arrive pas à intégrer ça et que lui il veut juste retrouver Elphaba, retrouver son amour. Je trouve cette chanson plutôt intéressante et voilà, et après où elle reprend et où elle dit voilà, je pourrais être pas plus heureuse, même si c'est vrai que globalement ma meilleure amie est recherchée par tout le monde et tout le monde veut la tuer, mais je ne pourrais pas être plus heureuse. Voilà, et où du coup, enfin, elle est sarcastique et tout ça. Et je trouve ça bien, encore une fois, Ariana Grande, je la trouve vraiment excellente dans cette scène où tu vois qu'elle a les larmes aux yeux et qu'elle elle y croit pas, quoi, mais qu'elle essaye quand même d'y croire et tout, et je trouve ça plutôt intéressant. Ensuite, c'est No Place Like Home, qui est donc la chanson de Cynthia Erivo, voilà, qui chante aux animaux, que je trouve plutôt bien. Voilà, si je dis pas bêtise, qui est une phrase qui est dite dans le Magicien d'Oz, qui est, je crois, c'est Dorothy quand elle rentre chez elle et qui dit oh, there's no place like home. There's no place like home. Et il me semble, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'est voilà, c'est déjà dans le Magicien d'Oz, et donc je trouve ça plutôt intéressant de reprendre en chanson et de montrer que bah voilà, de Elphaba, bah en fait elle y est, même si tout le monde la déteste dans ce pays et tout ça, elle y est quand même attachée, et voilà, et donc c'est quelque chose que je trouve intéressant, et voilà, et où à la fin entre guillemets bah, elle va quitter ce pays, mais entre guillemets le pays il vit bien, il est heureux, et donc elle est heureuse, et je trouve ça vraiment bien et qui est vraiment démonstratif de l'empathie d'Elphaba, et donc je trouve ça vraiment intéressant comme chanson. Et on va voir les animaux aussi qui eux vont être inquiets parce que certes c'est leur maison, enfin t'en as qui vont être avec Elphaba qui vont être oui c'est notre maison, on doit lutter pour notre maison, et d'autres qui vont être en mode non on a trop peur. Et après je n'ai pas reparlé, mais je trouve ça du coup un peu dommage qu'il n'ait pas certains animaux qui l'aient suivi. Je trouve que ça aurait pu être intéressant d'avoir certains animaux qui partent avec elle parce qu'ils y croient, alors que là non, ils vont tous dans le terrier, et je trouve ça un peu dommage. Voilà, et même les animaux qui se libèrent et tout ça, en fait après tu les vois plus, et ouais non, je trouve c'est un peu dommage là-dessus. Ce qui n'a rien à voir avec la musique. The Wicked Witch of the East, que je trouve assez intéressant, du coup la chanson de Nessa, où il y a Buck aussi qui se transforme en chevalier, enfin pas en chevalier mais en homme de fer. J'ai peut-être dit plusieurs fois chevalier, je voulais dire homme de fer de base, mais voilà, je trouve cette chanson plutôt sympa pour développer les personnages et tout. C'est pas la chanson qui me marque le plus, je vais pas vous mentir, mais voilà, j'ai trouvé assez intéressant. Et puis même le truc de voilà, de reprise aussi du coup de We Deserve Each Other, Me and Buck, voilà, qu'elle va reprendre à la fin, et de aussi t'as Hey Nessa, I've got something to confess, a reason why ask you here tonight, qui est donc dans le premier film, et il va y avoir la reprise de cette chanson, du coup voilà, où du coup c'est Buck qui demande s'il te plaît arrête de m'emprisonner, je t'en supplie. Voilà, du coup qui est assez intéressant, encore une fois en parallèle avec le premier film, le fait de reprendre cette musique, je la trouve très cool. Ensuite Wonderful, qui est, je pense, d'un point de vue séquence musicale, la meilleure du film. Enfin, je trouve ça très intéressant, le jeu de lumière, et voilà, qui vont retourner dans, entre guillemets, où c'est dans le même endroit que bah, la pièce du magicien d'Oz, entre guillemets, mais où il va y avoir un jeu de lumière qui va du coup totalement la changer. Et encore une fois, on va avoir le magicien d'Oz qui va manipuler un peu des petits pions, qui est assez intéressant pour, voilà, pour remontrer qu'il a le contrôle sur les choses, qu'à un moment il a joué avec une planète littéralement parce qu'il contrôle le monde, et qui est intéressant, et dans ces faux trucs de Wonderful. Déjà, je trouve la musique trop bien. Et voilà, qu'ils essayent d'appâter Elphaba, de lui refaire croire à ce Wonderful Wizard of Oz. Donc je trouve que c'est une musique plutôt intéressante, voilà, dans son ironie, comme la première chanson du Magicien d'Oz qui est Willman dans le premier film. Je la trouve plutôt intéressante, et je trouve que ouais, d'un point de vue séquence musicale, c'est sûrement la plus amusante, la plus voilà, celle qui a le plus de chorégraphie entre guillemets. Et voilà, c'est pas la meilleure chanson, mais voilà, je la trouve assez bien. Il va même y avoir des reprises du coup du premier film Wicked. Du coup, dans le premier film, t'as Elphaba qui dit à Glinda, Limited, together we're unlimited,
Together we'll be the greatest team there's ever been. Glinda dreams the way we planned them. If we work in tandem, there's no fight we can win. Just you and I defying gravity. Et qui va être reprise dans ce film. Voilà, où cette fois-ci c'est Glinda qui chante Elphaba pour l'emmener avec elle, voilà. Enfin, elle dit pas Defying Gravity, mais elle reprend les mêmes phrases et tout, et qui est plutôt intéressante. Ou même, va avoir un moment d'une reprise du Magicien d'Oz, parce que dans la chanson de Wizard and I, du coup, c'est Elphaba qui dit un moment, enfin, elle chantait ça, elle dit But I swear someday there'll be a celebration for all us. It's all to do with me. Désolé, je chante mal, mais je veux pas me faire bloquer la vidéo, donc vous devrez vous contenter de ma voix. Je m'en excuse, je sais qu'elle n'est pas très belle, mais voilà. Du coup, là, tu vas avoir le Magicien d'Oz qui va reprendre et puis aller faire voilà, c'est les Russian Charlotte, it's all to do with you. Et que je trouve plutôt intéressante. Et je crois qu'il y a même un autre truc à un moment, je sais plus. Mais bref, j'aime bien cette musique, je la trouve vraiment bien et j'aime bien le Wonderful. Voilà, et bon, après, elle va découvrir la vérité et tout. Mais j'aime bien. J'aime bien. Ensuite, on a I'm Not That Girl, mais la version de Glinda. J'en ai déjà parlé un peu plus tôt, mais je la trouve vraiment intéressante. Voilà, où elle va reprendre la chanson d'Elphaba, mais à sa version, et qui du coup va faire un parallèle entre elles deux. Et je trouve ça plutôt bien. Enfin voilà, je trouve le parallèle plutôt intéressant et voilà, vraiment touchant. Et même avec Glinda qui en fait le savait qu'il y avait un truc entre Elphaba et Fiyero, mais qui refusait d'y croire et tout, et qui elle du coup se retrouve dans ce mariage. Qui du coup j'en ai pas parlé, mais voilà, c'est bien la séquence du mariage que je parlais où t'as Glinda qui descend les escaliers pour aller à son mariage et Elphaba qui descend les escaliers pour voir les cages où s'enferment les animaux et tout. Et voilà, c'est ça que je trouve intéressant et tout. Mais bref, revenons à I'm Not That Girl. Voilà, je trouve que encore une fois, c'est une très bonne idée de reprendre une chanson qu'il a déjà dans le premier film pour raconter une nouvelle chose avec un nouveau personnage. Bon, même si là c'est un peu la même chose que ressentait l'Alphaba dans le premier film, mais avec un nouveau personnage, donc je trouve ça assez intéressant et pour mettre en parallèle entre les deux. Puis voilà, je trouve ça bien. Désolé, ma caméra a coupé, elle avait plus de batterie. Mais du coup, reprenons. J'en étais à As Long As You're Mine, du coup, de la chanson de Elphaba et Fiyero. Et je trouve cette chanson mais tellement émouvante. Ils peuvent enfin vivre leur amour et tout ça. Et à la fin, ils font. Voilà. Bon, voilà, mais je trouve ça tellement beau. Et voilà, je la trouve vraiment super cette chanson. Super touchante, tellement mignonne. Et voilà, et j'aime beaucoup. Je la trouve très douce. Et voilà. Ensuite, on a ma chanson No Good Deed. Que voilà, c'est ma chanson préférée du film, je la trouve vraiment bien. Encore une fois, j'adore le. Je ne saurais dire pourquoi, mais j'adore cette mélodie, je la trouve vraiment très belle. Et même après, où voilà, c'est Elphaba qui se lâche et qui est dans ce château. J'ai pas parlé du château dans les décors, mais il est également très beau. Et pareil, ça je trouve un peu forcé, entre guillemets, par rapport au Magicien d'Oz, de voilà, faut qu'Elphaba soit dans un château. Donc à la fin, c'est Fiyero qui fait dis donc, j'ai un château, si tu veux y aller, on peut y aller. Enfin voilà, ça c'est un château. Il y a un château, Comme dans le Magicien d'Oz, tu sais, il y a un château qui est un peu pareil. Tu peux y aller. Ça fait un peu forcer là-dessus, mais je le trouve très beau le château. Et du coup, le décor, je le trouve vraiment bien. Et voilà, de Elphaba, du coup, qui se lâche et qui entre guillemets, chante pour son amour, là, qui est Fiyero, qui doit avoir un sort et tout. Et je trouve ça vraiment bien. Voilà, et je la trouve vraiment extraordinaire. C'est la chanson la plus grandiose du film, entre guillemets. C'est vraiment Fiyero qui lâche. Je sais pas comment dire, mais elle le tient tellement, elle tient tellement les notes, je sais pas comment elle arrive à faire. C'est extraordinaire, je trouve ça vraiment génialissime. Et bref, voilà, c'est, je pense, vraiment ma chanson préférée du film. Je l'aime vraiment bien, et toute la scène avec les singes volants et tout. Et voilà, je trouve ça vraiment cool. Ah oui, aussi March of the Witch Hunters. Je la trouve sympa cette musique, voilà, où du coup tu vois Buck qui devient méchant en fait. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant de voir le personnage, même si je trouvais pas très sympathique dans le premier film, mais dans le second je le trouve vraiment plus attachant par le drame qu'il va vivre. Et du coup je trouve ça bien le fait que voilà, ils deviennent méchants et qu'ils veulent absolument tuer Elphaba. Et je trouve ça vraiment bien. Et voilà, la chanson elle est sympathique, c'est pas la plus marquante je trouve, mais je trouve sympathique. Ensuite, The Girl in the Bubble, qui est donc la chanson de Glinda, voilà, où j'ai dit qu'il passe à travers les miroirs et tout, que voilà, je la trouve vraiment géniale. Du coup, cette scène, voilà, en termes de mise en scène, voilà, où on va passer à travers les miroirs, mais même sur Glinda elle-même, voilà, parce que la chanson va parler de Glinda forcément. Et voilà, je trouve que c'est vraiment parfait. C'est
un peu la chanson qui va conclure le personnage, même si après il y a d'autres scènes qui vont vraiment conclure, mais c'est entre guillemets la chanson où elle décide de devenir quelqu'un de bien, entre guillemets, d'aller aider son ami, et donc je la trouve vraiment bien. Et voilà, où à la fin elle regarde littéralement son reflet dans la bulle, et où elle va voir elle qui est plus jeune, qui a un parallèle aussi avec Elphaba qui, quand elle chute et entre guillemets qu'elle s'envole, où elle prend sa liberté dans le premier week-end, elle se voit dans le reflet des vitres qu'il y a quand elle chute. Et elle revoit elle quand elle était petite. Du coup là c'est intéressant que Glinda, quand elle décide de se libérer de cette emprise de Oz, et voit un reflet d'elle-même quand elle est petite. Bref, je trouve ça assez intéressant et j'aime bien cette chanson. La dernière chanson c'est For Good, du coup la chanson entre guillemets où Elphaba et Glinda se réconcilient et où elles s'affirment et où du coup voilà, elles se disent au revoir aussi. Enfin, même si elles se redisent au revoir à la fin, entre guillemets, pas dit littéralement, mais ça se voit qu'elles savent l'une et l'autre. Bon, déjà pour avoir une scène finale où les deux chantent en même temps, mais bon, du coup, même au loin, elles se ressentent l'une et l'autre. Et je trouve ça vraiment bien cette fin, mais du coup, c'est voilà, la chanson des au revoir. Mais j'avoue que la chanson m'a pas marqué. Voilà, j'avoue, c'est alors que c'est la chanson qui se disent au revoir et tout ça, et que ça devrait être la chanson entre guillemets du film. Mais j'ai trouvé Defying Gravity bien mieux entre guillemets, voilà, en termes d'adieu, même si ce sont pas les mêmes adieux. Mais voilà, je trouvais beaucoup plus puissante Defying Gravity. De toute façon, j'ai dit, je préfère les chansons du premier film. Mais là, j'avoue, la musique m'a pas marqué. Tout ça, alors que j'ai réécouté ce matin, comme je l'ai dit, hein, j'ai réécouté la playlist ce matin. Voilà, cette musique-là m'a pas du tout marqué. Mais bon, bref, voilà mon avis sur Wicked for Good. J'ai beaucoup aimé le film, mais petite déception par rapport à ce film-là que j'adore vraiment. Encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir ma vidéo que j'ai fait sur Wicked. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film en commentaire. Si vous êtes d'accord ou non avec moi. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes autres réseaux sociaux, voilà, Instagram, TikTok, Letterboxd. Et comme le dit Elphaba,